Complétons l'étude de la fonction f dont le lien s'affiche en haut de cette vidéo et le même lien se trouve dans la description. En effet, dans l'étude de la fonction f, vous serez amené à dériver l'expression de f. Vous trouverez alors l'expression moins 2x cube moins 3x carré moins 1, le tout sur x cube moins 1 au carré. Pouvez-vous déterminer le signe de cette dérivée? Nous allons voir que cela n'est pas simple, raison pour laquelle l'étude s'est détachée en deux parties. Une première partie, partie A, étude d'une fonction auxiliaire, et une partie B, qui est l'étude effective de la fonction f de x. À la fin, nous allons faire un tour avec la bigestion et la première partie ayant déjà été étudiée. Nous allons nous intéresser donc à la deuxième partie. Donc la première question est déterminer les limites de f de x aux bornes de son domaine de définition. Pour déterminer les limites aux bornes du domaine de définition de f de x, il est question au préalable de déterminer le domaine de définition de f de x lui-même. En effet, f de x est une fonction rationnelle. Rappelons qu'une fonction rationnelle est toute fonction qui est définie comme rapport de deux polynômes. Et une fonction rationnelle est définie lorsque son dénominateur est non nul, raison pour laquelle nous avons x au cube moins 1 différent de 0. Pour résoudre cette condition, vous pouvez passer moins 1 de l'autre côté de notre différence et avoir x cube différent de 1 qui entraîne x différent de 1. Puisque x cube est une fonction bijective. Mais nous avons choisi ici de factoriser x cube moins 1. Donc l'expression factorisée nous donne ceci. Rappelons qu'un produit est nul lorsque un de ses facteurs est nul. Donc soit le premier facteur est nul, soit le deuxième est nul. Ce qui nous amène alors à chercher le discriminant de x carré plus x plus 1 qui vaut donc moins 3 qui est négatif. Donc x carré plus x plus 1 n'admet pas de racine dans R. En d'autres termes, notre produit ne peut s'annuler que lorsque x est 1. Donc x cube moins 1 différent de 0 entraîne x différent de 1. Donc le domaine de définition de f c'est R privé de 1. Déterminons à présent les limites aux bornes du domaine de définition de f. Le domaine de définition de f étant R privé de 1, il sera question de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, ensuite la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, ensuite la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de f de x, et pour finir la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de f de x. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Nous remplaçons donc f par sa valeur. Nous avons la limite lorsque x tend vers plus l'infini du rapport 1 plus x sur x cube moins 1. Une limite donc à l'infini d'une fonction rationnelle qui nous donne l'infini sur l'infini. Il s'agit donc de considérer uniquement les monômes de plus haut degré. Donc nous aurons dans la limite de x sur x cube lorsque x tend vers plus l'infini, ce qui nous donne limite de x de 1 sur x carré lorsque x tend vers plus l'infini, qui est donc une limite remarquable qui donne 0. Le même calcul est fait au niveau de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. De même, nous aurons cette limite qui donne la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x carré qui nous donne toujours 0 en tant qu'une limite remarquable. À présent, limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de f de x. À ce niveau, nous constatons que nous avons la forme 2 sur 0. Lorsque nous avons la forme 2 sur 0, pour une limite qui tend vers un réel, ou un x qui tend vers un réel a,
Dans notre cas ici, il s'agit de 1. Nous pouvons donc décomposer l'expression ci comme produit du numérateur qui est ici 1 plus x multiplié par l'inverse du dénominateur. Nous allons donc évaluer chaque limite à part. La limite de 1 plus x lorsque x tend vers 1 qui nous donne 2. La limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de 1 sur x cube moins 1. Là, il faut au préalable étudier le signe au brouillon de x cube moins 1. Lorsque x est proche de 1 mais inférieur à 1, nous allons constater que lorsque x est inférieur à 1, x cube moins 1 est négatif. Donc en réalité, cette limite nous donne donc 1 sur 0, mais une valeur de 0 qui est négative, ce qui nous donne donc moins l'infini. Le produit de ces deux éléments est donc le produit de ces deux limites-ci que nous avons trouvées à ce niveau. Nous avons donc 2 fois moins l'infini qu'il ne faut pas porter sur la feuille de composition. Il ne faut pas porter cette valeur sur la feuille de composition, c'est juste pour trouver les réponses. Donc 2 fois moins l'infini, nous savons que ça nous donne moins l'infini. Donc c'est la raison pour laquelle en concluant ici, nous portons moins l'infini. Bon. De même, lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, nous allons évaluer ces limites séparément. Cette limite-ci, lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, nous donne toujours 2. Nous remplaçons x par 1, ça donne 1 plus 1, ça fait 2. Et dans le cas de 1 sur x cube, nous aurons toujours 1 sur 0. Maintenant, 1 sur 0. Encore une fois, il va falloir dresser un tableau de signes de x cube moins 1. Nous allons nous rendre compte que x cube moins 1 est positif lorsque x est supérieur à 1. Donc nous avons affaire à 1 sur 0, mais un 0 positif, ce qui nous donne donc rien que pour 1 sur x cube moins 1 plus l'infini. Donc en réalité, ce produit, la limite de ce produit est donc 2 fois plus l'infini. 2 fois plus l'infini, nous trouvons alors dans ce cas plus l'infini. Nous trouvons plus l'infini. C'est donc la réponse que nous obtenons. Place à la question 2. Déterminons les équations des asymptotes à la courbe f. Pour répondre à cette question, nous devons nous intéresser au résultat des limites. Nous nous souvenons que la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure donne donc de f de x donne moins l'infini. Cela entraîne que la droite d'équation x égale 1 est une asymptote verticale à gauche de 1. À gauche parce que x tend vers 1 par valeur inférieure. Et lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de f de x, cette limite nous donne plus l'infini. Ce qui nous donne encore, dans ce cas, la droite d'équation x est égale à 1 comme asymptote verticale à droite de 1. Constatons que l'asymptote à droite est égale à l'asymptote à gauche. Donc en réalité, nous avons tout simplement une asymptote verticale d'équation x est égale à 1. Au point d'abscisse, x est égal à 1. Nous constatons aussi que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égale à 0. Donc la droite d'équation y est égale à 0 est une asymptote horizontale à la courbe de f. En résumé, lorsque la limite à l'infini d'une fonction donne un réel qui ne dépend pas de la variable x,
alors la droite d'équation y est égale C réel est une asymptote horizontale à la courbe. De même, lorsque x tend vers un réel A donne l'infini, la droite d'équation x est égale à A, comme dans notre cas ici, x est égal à 1, est une asymptote verticale. Place à la question 3a. Exprimons plutôt f' de x, puis étudions son signe. Pour le faire, rappelons rapidement que les fonctions rationnelles sont dérivables dans leur ensemble de définitions. Le domaine de définition de f de x étant r privé de 1, nous pouvons donc calculer la dérivée de f qui est f' dans l'ensemble r privé de 1. Donc quel que soit x appartenant à r privé de 1, f' de x est égal à l'expression que nous avons ici qui n'est rien d'autre que l'expression de f qu'on cherche à dériver. Rappelons aussi que pour dériver un rapport de fonction, nous allons tout simplement dériver le numérateur. Nous dérivons le numérateur si nous cherchons à dériver f sur g. Nous commençons par dériver le numérateur que nous multiplions par le dénominateur. Ensuite, nous réalisons une soustraction entre la dérivée du dénominateur fois le numérateur. Le tout doit donc être divisé par le dénominateur au carré. Voilà, donc c'est cette formule que nous appliquons pour dériver la fonction. Ce qui nous donne donc 1 plus x dérivé multiplié par x cube moins 1 qui représente donc le dénominateur de notre rapport de fonction auquel on va soustraire le dénominateur qui est donc dérivé multiplié par le numérateur, le tout divisé par le dénominateur au carré, donc en application de la formule présentée tout à l'heure. Plus bas, il est question tout simplement de dériver 1 plus x. La dérivée de 1 étant nulle, la dérivée de x étant 1, nous aurons 1 plus 0 qui nous donne 1 dans la parenthèse. Nous copions x cube moins 1 tout bas, nous copions moins en bas. Nous dérivons donc x cube moins 1 qui nous donne donc 3x carré. La dérivée de moins 1 étant nulle, le résultat de toute cette parenthèse en dérivée nous donne donc 3x cube. Nous recopions son produit tout bas. Et il nous reste juste à développer, à réduire et à ordonner pour obtenir l'expression que nous obtenons à ce niveau. Bien, cette expression, nous voyons que si nous factorisons par moins tout le numérateur, nous aurons g de x. Voilà donc le résultat de la dérivée en fonction de g de x. Eh bien, est-ce qu'il est évident de déterminer le signe de cette dérivée? Déjà, en y réfléchissant, si vous cherchez une racine évidente de cette expression en haut, vous allez vous cogner le nez. Aussi simple que ça. Parce que 1 ne marche pas, 2 ne marche pas, 3 ne marche pas, moins 1 ne marche pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Raison pour laquelle cette fonction a été d'abord étudiée à la partie A pour qu'on ait son signe. Et c'est pourquoi elle est appelée fonction auxiliaire, parce que elle est étudiée à part et à l'aide de son étude, maintenant nous pouvons compléter l'étude d'une autre fonction. C'est pourquoi celle-ci est appelée auxiliaire. Bien, pour étudier les signes de f', nous allons nous souvenir que
Dans l'étude de g de x étant négatif dans l'intervalle moins l'infini alpha et positif de alpha à 1, de 1 à plus l'infini, et que quand nous observons attentivement l'expression de f' de x, nous constatons que le signe de f' de x est celui de g de x multiplié par moins. Voilà, donc nous allons tout simplement prendre au niveau de ces intervalles le signe contraire de g de x. Donc de moins l'infini à alpha, au lieu de moins nous avons plus, de alpha à 1 au lieu de plus nous avons moins, et de 1 à plus l'infini au lieu de plus nous avons moins. Ce qui nous donne dans les signes suivants. Quel que soit x appartenant à moins l'infini alpha, f' de x est positif. Et quel que soit x appartenant à l'union de alpha 1, union 1 plus l'infini, alpha prime est négatif. Ce qui achève donc la question qui consistait à exprimer f' de x et de déterminer son signe. À présent, place à la question 3b. Montrons que f de alpha est égal à 1/3 de alpha puissance moins 2. Ensuite, étudions les variations de f et dressons son tableau de variation. Très intéressant cette question. Lorsque nous cherchons donc à calculer f' de alpha plutôt, nous allons remplacer donc x par alpha et nous allons obtenir l'expression que j'encadre. Problème, nous ne pouvons plus avancer, pas possible de factoriser, pas possible de simplifier, aucun autre calcul est possible, nous arrivons à ce niveau. Il faut donc se souvenir que la définition même de alpha provient du fait que g de alpha est égal à 0, ce qui nous donne l'équation que je souligne en bas. Et nous sommes donc contraints de combiner l'information ci avec celle qui est en haut pour pouvoir progresser. Nous avons plusieurs possibilités ici. Soit nous cherchons à exprimer alpha seul, ce qui est vraiment une mauvaise idée. Soit nous cherchons à exprimer x cube en fonction de x carré, ce qui peut amener à quelque chose d'intéressant. Mais autre chose de plus intéressant encore, c'est de chercher à exprimer alpha plus 1 en fonction de alpha au carré, ou bref, ce qui va sortir. Donc, c'est l'idée que nous avons à ce niveau. Nous prenons donc l'expression que nous avons, cette égalité. Notre but étant de trouver une expression de 1 plus alpha. Nous observons cette expression attentivement. Lorsque nous observons attentivement, nous constatons que si nous augmentons alpha cube à ce niveau, nous aurons 3 alpha cubes. Et il y aura la possibilité de factoriser par 3 alpha carré. Et si nous le faisons, nous allons trouver alpha plus 1. Une expression alpha plus 1 qui va sortir. Et c'est ce que nous cherchons. Une fois qu'elle sortira, nous pourrons donc la remplacer dans l'expression qui est en haut. Bon, donc, observons attentivement. Nous constatons que lorsque nous avons augmenté alpha au cube sur les 2 alpha cubes que nous avions, nous avons 3 alpha cubes à ce niveau. Nous sommes contraints de soustraire 3 alpha cubes pour conserver l'égalité. Lorsque nous le faisons, nous obtenons donc ceci en factorisant par 3 alpha carré cette expression. Et la chance, c'est que nous n'avons même plus besoin de chercher l'expression de alpha plus 1, puisque l'expression de alpha cube moins 1 qui est dans l'expression de f de alpha apparaît. Donc, plutôt remplaçons alpha cube moins 1 dans l'expression du haut. Qu'est-ce que nous obtenons? Allez, nous obtenons
f de alpha est égal à ce rapport. Et rapidement, nous constatons que nous pouvons simplifier par 1 plus alpha. Lorsque cette simplification est obtenue, nous avons 1 sur 3 alpha carré qui est égal à 1 tiers de alpha puissance moins 2. Rappelons que alpha carré étant en bas, lorsque nous faisons monter cette valeur, la puissance change de signe. D'où l'expression de f de alpha. À présent, les variations de f. Les variations de f dépendent du signe de f'. Puisque nous avons déjà le signe de f', nous savons que f' est positif dans cet intervalle. Cela signifie que dans cet intervalle-là, f serait croissante. f' est négatif dans cet intervalle qui est alpha 1. Donc dans cet intervalle-là, f est donc décroissante et aussi f est décroissante sur 1 plus infini. Le tableau de variation lui vient récapituler les données obtenues, mais il est question à ce niveau de faire attention déjà à la première ligne. Rappelons que les valeurs portées au niveau de la première ligne proviennent dans un premier temps du domaine de définition. Le domaine de définition partant de moins l'infini à 1, nous devons avoir donc moins l'infini sur notre première ligne du tableau de variation et 1. Ensuite, ce même domaine de définition part de 1 à plus infini, donc nous devons avoir plus infini. Aussi, nous savons que alpha annule notre dérivée. Si alpha annule notre dérivée, ça veut dire que alpha doit être présent sur notre première ligne du tableau. Autre chose de très importante, les valeurs placées au niveau de la première ligne du tableau de variation doivent être placées en ordre croissant. Lorsque tout ceci est respecté, nous copions juste les signes obtenus de f'. Plus haut, nous avons plus sur cet intervalle moins. Rappelons que la fonction n'étant pas dérivable au niveau de 1, nous devons porter 2 barres au niveau de la valeur de 1. Eh bien, nous complétons avec le sens variation dans l'intervalle moins l'infini alpha. La fonction serait donc croissante et va varier de 0 à 1 tiers de alpha puissance moins 2. Et elle serait décroissante entre alpha et 1 et va donc varier entre 1 tiers de 1 et dans l'intervalle 1 plus infini, la fonction va varier donc de plus infini à 0. Rappelons que les valeurs portées à ce niveau 0 proviennent de la limite. Lorsque x tend vers moins l'infini, ça a donné 0, c'est pourquoi nous portons 0. À ce niveau, nous calculons l'image de f pour alpha, ce qui nous a donné 1 tiers de alpha puissance moins 2. La limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure a donné moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure a donné plus l'infini. Raison pour laquelle nous portons plus infini à ce niveau. La limite lorsque x tend vers plus infini de f de x a donné 0, raison pour laquelle nous portons 0 à ce niveau. Voilà ce qui valide notre tableau de variation. Montrons que f est une bijection de i vers j à déterminer. Une fonction réalise une bijection sur un intervalle donné, une fonction numérique à une variable précise réalise une bijection sur un intervalle donné lorsqu'elle est continue et strictement monotone. Cela signifie qu'à ce niveau, nous avons deux conditions à vérifier ou bien à justifier. La première condition est la continuité, la deuxième est la monotonie. Bien qu'ici, j'ai fait l'inverse. Normalement, je devais commencer par la continuité et suivre par la monotonie. H est continu sur l'intervalle 1 plus infini, car H est en réalité la restriction de f dans l'intervalle 1 plus infini. Or, f étant une fonction rationnelle et 1 plus infini étant une partie de son domaine de définition,
f est donc continu sur toutes les parties de son domaine de définition en tant que fonction rationnelle. Donc h, qui est une restriction de f donc dans cet intervalle, est donc continu. C'est la raison pour laquelle nous disons ici que h est continu. Il fallait mettre E là. Bon, donc nous constatons aussi que dans l'intervalle 1 plus infini, f de x est décroissante. Or, f de x est en réalité égal à h de x dans l'intervalle 1 plus infini. Donc en réalité, c'est h de x qui est décroissant sur l'intervalle 1 plus infini. Décroissant, donc cela signifie que f est strictement monotone dans l'intervalle 1 plus infini. F étant continu et strictement monotone sur l'intervalle 1 plus infini, f réalise une bijection. Mais de quel intervalle pour quel intervalle? H réalise donc la bijection de 1 à plus infini vers un intervalle J qui est l'image de 1 plus infini. L'image de cet intervalle est donnée par le tableau de variation que nous avons encore en vue ici. Il suffit de prendre ces valeurs-ci dans l'ordre croissant, donc de 0 à plus infini. Maintenant, 0 doit être ouvert car 0 a été le résultat d'une limite. C'est pourquoi nous ouvrons en 0. Ce qui achève donc la question. Place à la question et à la dernière, la question 4b qui demande de dresser le tableau de variation de h-1 et de représenter h-1. Vous allez représenter h-1 car nous allons faire toute une série de vidéos pour la représentation des fonctions et nous n'allons pas le faire ici. Nous vous laissons le soin de représenter vous-même h. Ce que nous allons faire ici, c'est de dresser le tableau de variation de h. Dressons le tableau de variation de h-1. Rappelons rapidement que lorsqu'une fonction réalise une bijection dans un intervalle, alors elle garde le même sens de variation que sa bijection réciproque. Cela signifie que le sens de variation de h-1 serait aussi décroissant. Maintenant, h-1 est défini de l'ensemble d'arrivée de h vers l'ensemble de départ de h. Cela signifie que h-1 est défini de 0 à plus infini vers 1 à plus infini. Et i est décroissant. D'où le tableau de variation que nous avons ici. Nous avons de 0 à plus infini pour la première ligne, ce qui est normal puisque c'est l'ensemble de départ de h-1. Et à ce niveau, nous avons plus infini. Plus infini, bien sûr, parce que c'est la plus grande valeur de l'ensemble d'arrivée ici, et 1 parce que c'est la plus petite valeur. Et la fonction étant donc décroissante, ou alors l'application étant décroissante, nous avons donc une application décroissante. Maintenant, il ne faut pas oublier les deux barres au niveau de 0, puisque notre fonction h, qui est en réalité la restriction de f de 1 à plus infini, admet une asymptote horizontale à plus infini. Sa réciproque d'équation, l'asymptote horizontale d'équation y est égale à 0, alors la réciproque de h n'est pas définie en 0. C'est pourquoi nous avons deux barres signifiant que la fonction n'est pas définie en 0. Donc, il ne fallait pas omettre. Voilà donc ce qui achève notre vidéo. Et n'oubliez pas de la liker si elle vous a plu. Ciao, ciao.